Bienvenue donc à cet atelier live de création de l'enquête de satisfaction du Slack No Code France. Alors, No Code France, c'est une communauté et une association donc, qui rassemble les no-codeuses et no-codeurs, donc c'est-à-dire les pratiquants du mouvement no-code. Donc, le mouvement no-code, c'est un ensemble d'outils, de pratiques qui permettent de créer des outils, des applications sans avoir besoin de coder. Et No Code France, c'est un Slack, entre autres, de déjà plus de 9000 participants, c'est 9200 dépassés déjà à l'heure où je vous parle. Et on a une communauté qui fonctionne bien, du moins c'est l'impression qu'on en a. Mais forcément, c'est gros, il y a des attentes différentes, on peut pas connaître tout le monde, évidemment. Est-ce que finalement, c'est pas une communauté qui fonctionne bien pour les initiés, entre guillemets, et il y a un petit effet entre soi, qui fait qu'il y a des gens qui ont du mal à rentrer dedans, qui osent pas prendre la parole, et cetera? Est-ce que, éventuellement, il y a, aussi des comportements problématiques qu'on voit pas? Parce qu'on peut pas être partout, il y a des dizaines et des dizaines de canaux, qui existent, parce que peut-être qu'il y a des comportements problématiques dans les messages. En bref, on est conscient d'un certain nombre de choses qu'on doit améliorer dans ce Slack. Il y a probablement tout un tas d'améliorations que l'on pourrait faire dont on n'est pas conscient. Et le but de cette enquête, ça va être de récolter justement toutes les informations nécessaires pour connaître un peu mieux la communauté, son utilisation du Slack, et pour améliorer finalement le fonctionnement de cette communauté, même si de la vie générale des personnes avec qui on discute, c'est une communauté vraiment très bienveillante, comme nous dit Benjamin, il n'en reste pas moins qu'il y a effectivement probablement un certain nombre de choses à améliorer pour la rendre plus efficace. Le but n'est pas d'aller à une efficience extrême, mais un peu plus efficace sur certains points, la rendre plus inclusive peut-être, voilà. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut améliorer, donc l'idée est de faire en live ce questionnaire, voilà, et qui sera, enfin, dont les premiers résultats seront utilisés notamment pour le prochain live No Code Talks. Je vous mets toutes les informations voilà, à l'écran. Ce live, on parlera justement de diversité, d'inclusion, et donc le ressenti des gens dans le Slack est évidemment une composante importante. Donc, on va concevoir ensemble ce questionnaire de satisfaction. Alors, je précise que moi, ça fait 13 ans bientôt que je pratique les enquêtes en ligne, voilà, en tant que métier. J'ai une certaine expertise en la matière, et le premier conseil que j'ai envie de vous donner en la matière, c'est ne commencez pas en écrivant vos questions. Surtout, surtout pas. C'est le premier réflexe de toute personne qui commence une enquête. Lister toutes les questions qu'on a envie de poser. Et je comprends, c'est très tentant, et c'est vraiment le premier réflexe qu'on va avoir, mais c'est pas la meilleure idée pour autant. Et Benjamin nous dit d'ailleurs que Manon aura également bientôt son podcast, passera bientôt dans le podcast No Code France, en plus de passer dans le live et le podcast No Code Talks pour parler diversité et inclusion, un sujet dont j'avais envisagé de parler initialement avec Carole David, bien connue de la communauté, et vraiment fer de lance de ces sujets de diversité et inclusion. Et en fait, je me suis dit que j'allais discuter d'autres choses avec Carole. Je vais évidemment discuter avec Carole parce que j'adore Carole, mais que j'avais beaucoup discuté diversité et inclusion avec elle, et que j'avais envie de discuter un peu d'autres choses pour changer. Mais par quoi on commence, nous demande Samantha. Alors concrètement, on commence par structurer le questionnaire. Là, un questionnaire bien structuré, c'est déjà une bonne partie du boulot qui est fait. Et la structure du questionnaire, en gros, c'est nos objectifs. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut obtenir via ce questionnaire? Donc, le premier point, c'est satisfaction, amélioration
du Slack. Voilà, globalement, est-ce que les gens sont satisfaits? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Les choses, on va dire, classiques d'une enquête, de satisfaction, savoir où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un point intéressant aussi, c'est sur le guide du Slack. Il y a amélioration et j'ai envie de dire connaissance du guide du Slack. On a sorti très récemment, avec notamment le concours de Samantha que je remercie au passage, un guide du Slack, qui est encore relativement peu connu, et voilà, on a travaillé, Sam, Larry et moi sur ce guide, mais il y a sûrement un certain nombre de choses qu'on peut améliorer et on peut via, ce questionnaire, obtenir des pistes d'amélioration et aussi, tout simplement, communiquer sur l'existence de ce guide. C'est bête, mais on perd, heu, on perd parfois un peu de vue, le fait que une enquête, c'est pas juste soutirer des informations, aux personnes, c'est vraiment un dialogue. Donc le but quand on conçoit une enquête, c'est évidemment, d'obtenir les informations dont on a besoin, mais c'est aussi faire en sorte que les répondants y trouvent leur compte, d'une manière ou d'une autre, heu et c'est aussi éventuellement poursuivre nos propres objectifs, mais différents. Là, par exemple, on a envie de communiquer sur le fait qu'il y a un guide du Slack qui existe, donc on peut se dire: «Bah, on va utiliser l'enquête pour communiquer dessus». Hem, autre, autre objectif, de cette enquête, ça va vraiment être, de la gestion d'incidents, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des comportements, inappropriés, des messages, non sollicités? On m'a rapporté récemment, des gens qui, voilà, qui avaient été, sollicités directement via message. C'est la première fois dont j'entends parler de ça, sur ce Slack, mais voilà, c'est des choses qui existent. On le sait pas forcément parce que, par définition, bah, c'est pas public, mais justement, cette enquête-là a pour, objectif de voir un peu tout ça. Un autre point essentiel, c'est la diversité et l'inclusion. La mesure et l'amélioration et bah, déjà prendre la température et ensuite, travailler à améliorer la diversité et l'inclusion. Moi, c'est un peu les 1ers piliers de cette enquête que j'identifie. Si vous en voyez d'autres, dites-moi via le chat et je vais, enrichir ça. Mais vraiment, la première partie essentielle, d'un questionnaire, c'est la structure. Si ça vous démange de lister toutes vos questions, faites-le. Je veux pas non plus vous brider, mais faites-le sur une feuille de papier, gardez-le bien au chaud, puis ensuite travaillez sur votre structure et ensuite reprenez les questions que vous avez listées pour les répartir dans votre structure et garder quelque chose qui est clair, qui correspond à vos objectifs, qui est structuré. Heu, alors dans les, suggestions, connaissance des guildes, de l'assaut, c'est un bon point, mais c'est un point, ce serait presque une enquête à part entière. Je le mets là, on verra ce qu'on en fait. Je veux dire, on modère ça, ah si, il y a autre chose aussi, c'est, l'utilisation du Slack. Les données d'utilisation, depuis combien de temps ils sont là, combien de temps ils y passent, dans quel contexte ils utilisent Slack. Savoir un peu à qui on a affaire et la démographie aussi. Voilà, et vous voyez que cette enquête de satisfaction de Slack, qu'on aurait pu plier là comme ça en 10 questions en se disant: «Bon, c'est bon, j'ai plus trop d'idées». Bah, en fait, quand on part des objectifs, on a déjà un certain nombre de parties qui émergent. Pour chaque partie, on va avoir probablement plusieurs questions et voilà, travailler la structure du questionnaire, ça aide à la fois, à mieux penser. On c'est plus facile de voir 30 questions qui sont réparties en 6 parties différentes, que de voir 30 questions dans leur ensemble où on a un peu du mal à mettre de l'ordre dedans. Ça permettra aussi de prioriser. Heu, heu, Ça me disait aussi les difficultés dans l'utilisation de Slack.
Ouais. Donc mine de rien, il y a quand même beaucoup, d'éléments qu'on peut intégrer dans ce questionnaire. Donc voilà nos premiers piliers. Il y en a déjà beaucoup. Probablement qu'à un moment, on va en enlever, on va en fusionner et cetera. Mais déjà, on a une première ébauche des pistes qu'on peut explorer dans cette enquête. Et ensuite, on va lister les questions pour chacune des parties, mais les lister d'une manière bien particulière, c'est-à-dire qu'on va, utiliser ce que j'appelle le résultat attendu. Utilisation du Slack, là par exemple, je mets ancienneté, fréquence d'utilisation, contexte d'utilisation. C'est les premiers qui me viennent. Là aussi, on serait tenté vraiment de commencer par, depuis combien de temps êtes-vous sur ce Slack? Et puis de lister les options de réponse et cetera. Et tout de suite, on part dans un truc qui est hyper long. Mais il y a un double souci, c'est que d'une part, on perd la vue d'ensemble. Pareil, c'est beaucoup plus facile de comprendre en un coup d'œil une question quand il y a marqué ancienneté ou bon, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais là, bon, bah, c'est moi qui suis en train de faire le questionnaire et qui derrière vais rédiger les questions sur cette base-là, donc je sais bien ce que ça veut dire. Donc c'est beaucoup plus facile juste en voyant ancienneté que déjà en ayant des questions qui sont rédigées, etc., de se retrouver dans tout ça. Donc fonctionner en résultat attendu, c'est vraiment, enfin ça fait gagner du temps, ça fait gagner en lisibilité, et ça permet de faire les choses dans l'ordre. Le souci, en fait, quand on commence à rédiger des questions, c'est que, bah, on perd du temps sur la formulation. Si j'écris: «Depuis combien de temps, es-tu sur, le Slack No Code France?» Je vais avoir envie de revenir en disant: «Non, c'est, pas depuis combien de temps es-tu, c'est depuis combien de temps t'es-tu inscrit, sur le Slack No Code France?» Non, c'est pas inscrit, c'est inscrit.e, pour l'écriture inclusive. Tout de suite, je vais aller dans un niveau de détail qui n'a strictement aucun intérêt à ce stade. Là, je suis en train de dresser vraiment, enfin de concevoir le squelette de mon questionnaire et partir tout de suite dans les formulations, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et j'ai envie de dire que là, ça pourrait presque aller parce que je suis tout seul, mais si vous avez le malheur, de rédiger un questionnaire à plusieurs, quand vous commencez à mettre des formulations, c'est fini. Parce que tout le monde a son avis sur la formulation. Tout le monde va vouloir suggérer un truc. Tout le monde va dire: «Ah mais non, mais là, il faut ajouter une virgule, sinon il y a pas de respiration dans la phrase». Enfin, tout le monde va avoir un avis, et on va perdre la vue d'ensemble. On va perdre de vue les choses importantes beaucoup trop tôt. Donc et en plus de ça, souvent quand on commence, heu, à entrer dans des débats sur la formulation des questions, les 2-3 premières discussions sur le sujet, sont intéressantes et le reste ne sert à rien. C'est-à-dire, ça va être des modifications pour faire une question qui est ni mieux ni moins bien, elle est juste différente parce que la dernière personne qui l'a modifiée, préférait que ce soit ça n'apporte strictement rien. Et ça peut prendre un temps fou. J'ai déjà travaillé sur les questionnaires où, il y avait, X parties prenantes qui n'en finissaient pas de se renvoyer la balle, où chacun voulait avoir le dernier mot sur la formulation, de telle sous-question. Enfin, ça peut devenir absolument infernal. Donc, on a nos résultats attendus, donc utilisation du Slack, ancienneté, depuis combien de temps ils sont inscrits, combien de fois par semaine ou par jour ils utilisent ce Slack, dans quel contexte, chez eux, au bureau, etc. Quand, éventuellement. On va le mettre dans l'autre sens. D'abord le contexte, ensuite moment d'utilisation. Salut Benjamin, bonne journée qui commence chez toi au Québec. Moment d'utilisation dans la journée, semaine. Sûr que la semaine ait beaucoup d'intérêt. Je le mets pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va avoir dans l'utilisation du Slack? Eh ben, c'est là qu'on va avoir facilité à utiliser l'outil Slack. On va pas en faire une partie à part entière,
Donc voilà, grâce à notre structure, finalement, on s'y retrouve petit à petit, on arrive à réorganiser des choses. Et oui, j'en ai même pas parlé, mais j'utilise pour faire ça un outil de mind map. J'aime pas mal le MindMeister pour faire ça, mais après les outils de mind map, il y en a plein, ils se valent tous plus ou moins. Et en fait, c'est bien parce que c'est très visuel et ça permet très facilement de zoomer, dézoomer dans le questionnaire. Là, par exemple, j'ai commencé à lister les choses, mais si je veux revenir à ma vue d'ensemble des parties de mon questionnaire, je ferme ça et j'ai juste les parties qui restent. Et pareil, je peux masquer les formulations, etc. C'est hyper pratique parce que ouais, il y a vraiment un côté visuel et organisé euh, des sujets et des questions. Alors ensuite, satisfaction, amélioration. On a le niveau de satisfaction. Alors, est-ce qu'on peut faire ça dans Miro? Moi, je sais pas. J'utilise pas Miro, moi, j'utilise Whimsical, qui est un équivalent de Miro. Dans Whimsical, on peut faire des mind maps, mais c'est vraiment basique. Autant j'adore l'outil Whimsical basique où tu mets tes formes, tu peux faire des charts rapidement, etc. Quand je dois cartographier les process ou autres, je le fais comme ça, c'est vraiment top. Vraiment pour la fonctionnalité mind map, je suis pas trop fan, notamment parce qu'il n'y a pas de possibilité de mise en forme. Là, sur MindMeister, je peux dire: «OK, ça, c'est hyper important, c'est en orange, ça, je suis pas sûr, je vais le mettre en jaune», et cetera. Enfin, on peut faire pas mal de choses sur la mise en forme, et cetera, qui nous permettra, en fait, toujours dans cette optique vraiment très visuelle, de mieux s'y retrouver et de gérer notre questionnaire. Le code couleur notamment, c'est un truc que j'utilise très souvent. Parce qu'en fait dans un questionnaire, on a des parties, on a des questions, mais en fait on a aussi des sous-parties, des sous-sous-parties selon les conditions. Donc, avoir aussi un code couleur pour savoir ça, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est l'intitulé d'une sous-partie, et cetera, ça aide à s'y retrouver. Alors, satisfaction, amélioration, niveau de satisfaction, point fort, point d'amélioration. Ça, c'est mon point fort, point d'amélioration étant les questions ouvertes. C'est vraiment mes trois questions fétiches pour une enquête de satisfaction. C'est une note de satisfaction de 0 à 10, de 1 à 5, etc. Ça dépend du contexte. On demande en question ouverte les points forts, les points d'amélioration. Il n'y a rien qui permet d'avoir une telle exhaustivité dans les retours que vous allez avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ça. On voit beaucoup apparaître aujourd'hui des enquêtes de satisfaction minimalistes, voire des Net Promoter Score, des NPS, où il y a juste une question. Des fois, ils oublient même de poser la question ouverte qui va derrière. Et les équipes marketing ont l'air de se dire que c'est bien, c'est hyper court, c'est top. Sauf qu'en fait, c'est une occasion manquée. En fait, on manque une opportunité d'obtenir des informations précieuses. On manque une opportunité aussi de faire comprendre à la personne, au client, etc., que son opinion est valorisée. Parce que finalement, répondre à une enquête de satisfaction qui est juste une note et dans laquelle on n'a même pas un champ texte pour dire ce qu'on pense, c'est pas valorisant pour la personne qui répond. Donc tout ça, ça fait partie des choses à prendre en compte. Et en fait, moi, au-delà évidemment du fait de répondre aux objectifs d'une enquête, ma préoccupation dans la conception d'un questionnaire, c'est l'expérience utilisateur. S'assurer que ce qu'on demande aux participants ait du sens, que ça s'enchaîne bien logiquement, etc., qu'ils sauront de quoi on parle. Il y a une erreur qui est très souvent faite dans les questionnaires, qui est de supposer que les participants savent plein de choses, que la plupart du temps, ils ne sauront pas. Du vocabulaire, des connaissances, des habitudes, tout ça. Voilà, par exemple, l'erreur typique aurait été de demander aux gens
qu'est-ce que vous pensez du guide du Slack sans envisager la possibilité qu'ils ne connaissent pas le guide du Slack et sans leur permettre sans leur permettre de se mettre à niveau. Enfin, voilà. Donc, bien être attentif aux angles morts. Et après, ces 3 questions, niveau de satisfaction, point fort, point d'amélioration, n'empêchent pas, évidemment, d'évaluer d'autres points. En général, je suis ça par des questions. On va appeler ça autres évaluations. Facilité pour s'y retrouver dans les canaux. Je sais pas, lisibilité des conversations, utilité des retours, les conversations. À ce stade, on n'est pas obligé d'être hyper précis dans ce qu'on cherche à obtenir dans les formulations, etc. C'est vraiment... On essaie de balayer rapidement le champ des possibles et ensuite, on va affiner. Et on l'affinera d'autant mieux qu'on aura une vision ensemble à ce stade de notre futur questionnaire. Si j'avais commencé là dès le début à formuler mon ancienneté, en fait, je ne peux pas placer cette question dans le contexte plus global de mon questionnaire, puisqu'il n'existe pas, et donc potentiellement, il y aura des erreurs, des redondances, des questions mal placées, etc. Alors que là, je m'assure de faire les choses dans l'ordre. Amélioration, connaissance du guide du Slack. Est-ce qu'ils connaissent ce guide? Évaluation, s'ils connaissent. Et suggestions, qu'ils connaissent ou pas, j'ai envie de dire, ils ont sûrement des suggestions de choses qui seraient importantes à mettre dans le guide du Slack. Je pense pas qu'il faille passer trop de temps sur cette partie du guide du Slack. Ensuite, donc on passe au comportement inapproprié, les messages non sollicités. On sépare les deux. Est-ce qu'ils ont vu des comportements inappropriés? Si oui, description. Est-ce qu'ils ont reçu des messages directs non sollicités? Si oui, description. Là, ici, le but, c'est avant tout d'identifier les choses qui peuvent se passer. On veut pas... ça sert à rien de poser 1000 questions sur le sujet. S'ils ont déjà vu des choses comme ça, à ce moment-là, on leur demande s'ils le veulent bien de décrire le problème, et comme ça, on pourra agir dessus. Alors, une très bonne question. Est-ce que ça risque pas d'être trop long et que ça puisse après démotiver des gens? Oui, clairement, c'est toujours un risque. Après, déjà, ce qui est important, c'est d'utiliser déjà un outil qui permet d'enregistrer les réponses, même si les répondants ne vont pas au bout. Il n'y a pas besoin qu'ils appuient sur « Envoyer » pour que les réponses soient effectivement enregistrées dans l'outil. C'est bête, mais ça change tout. Ça fait que on augmente en général, une trentaine de %. Ça va vraiment dépendre des enquêtes, mais c'est un peu l'ordre de grandeur, le nombre de réponses collectées. Donc, dans ce cadre-là, j'ai envie de dire que c'est un peu moins grave, parce qu'il n'y a pas besoin que la personne aille jusqu'à la dernière question du questionnaire puis fasse « Envoyer » pour pouvoir avoir ces réponses. Mais même avec ça, il faut prendre en compte un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il est possible que les gens n'aillent pas au bout, et à partir de là, mettre les points les plus importants en premier. Évidemment, il faut une certaine progression logique dans le questionnaire, mais quand même avoir les points les plus importants en premier, en se disant, bon, si les gens ne vont pas au bout, au moins, j'aurai ces réponses-là. Après, c'est aussi du pour et du contre. C'est se dire, ok, ça, ce truc-là, oui, c'est sûr, ça fait plus de questions, mais bon, peut-être que j'en ai vraiment besoin. Donc, c'est considérer les parties et les questions les unes après les autres en disant, bon, est-ce que ça a vraiment sa place dans l'enquête? Et c'est pour ça que avoir une vue d'ensemble épurée aide beaucoup.
Heu, le deuxième point, c'est que la durée, tolérée par les répondants est souvent plus longue que ce qu'on imagine. On imagine que dans un monde qui va vite, c'est, 100 questions idéalement, 10 maximum et cetera et en fait non, une enquête à 10 questions, le plus souvent, c'est une blague et comme je disais, enfin, il y a une expérience utilisateur des répondants à prendre en compte et ça peut paraître étrange, mais cette expérience utilisateur, une bonne expérience utilisateur, n'implique pas forcément le questionnaire le plus court possible. Parfois, c'est avoir un questionnaire aussi plus long, mais plus intéressant, qui aborde des sujets, soit dont les répondants brûlaient de parler. Typiquement, si on n'a pas d'endroit, défini pour que les personnes puissent remonter des comportements inappropriés, des messages non sollicités, ça peut être très, très mal vécu et perçu, par les personnes qui brûlent vraiment de transmettre ces informations-là. Et voilà, donc et même pour les autres, ben, juste, finalement, ils verront juste ces 2 questions-là, ça leur prendra pas trop de temps. Enfin, il y a les branchements conditionnels aussi, les affichages conditionnels des questions qui vont être utiles pour s'assurer que chaque personne ne voit que les questions, qui la concernent. Mais, un questionnaire plus long ne veut pas forcément dire un questionnaire plus mauvais. Parfois, il vaut mieux faire un peu plus long et meilleur que d'aller au plus court possible. Après sur la diversité inclusion. Alors, moi j'ai une question principale. C'est est-ce qu'ils se sentent représentés dans ce Slack? Est-ce que les personnes, heu, que voilà, qui font partie de ce Slack ont, l'impression d'être à leur place, de voir des personnes qui leur ressemblent? Heu Et ça peut être sur plein de critères différents, hein. Ça peut être des femmes qui ont l'impression qu'il y a pas assez de femmes, ça peut être des personnes racisées qui ont l'impression que c'est quand même très, très blanc cette histoire. Ça peut être, tout simplement des débutants qui ont l'impression que c'est un lieu d'échange pour les experts et qui ne trouvent pas leur place. Ou des personnes qui ne sont pas freelance et qui ont l'impression que c'est avant tout un lieu d'échange, et de business pour les freelances et enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut estimer, heu bienvenue, Alexandra. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut estimer, qu'on n'est pas, ou qu'on est mal représenté. Heu et j'aimerais pouvoir creuser un peu ça. Est-ce qu'ils se sentent représentés? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise à leur place dans ce Slack aussi? Et je vais le mettre avant parce que sinon ça va faire un biais qui n'est pas forcément ce que l'on cherche. Hem, voilà, ça peut être on peut se sentir à l'aise, mais trouver dommage que que notre type de profil ne soit pas suffisamment représenté. Voilà, ça fait partie des choses importantes et n'hésitez pas dans le chat à me faire vos suggestions sur les autres points, de la diversité, de l'inclusion ou sur les autres parties, que l'on pourrait aborder dans le questionnaire. Hem, mais effectivement, il y a enfin pour moi, c'est un gros sujet faisant partie de la guilde diversité et inclusion de No Code France. Hem, bon, bah, j'ai déroulé un peu en mode automatique, il va falloir que je prenne le temps de la réflexion aussi derrière. Connaissance des guildes de l'assaut, fonctionnement de l'assaut clair, heu, principe clair, pression générale de générale de fonctionnement et transparence de l'assaut sur la démographie, âge, genre, activité, pays,
Voilà, donc là, je partage ce que dit Alexandra. Et effectivement, c'est un retour qu'on a beaucoup dans le Slack et dans la communauté en général. C'est l'impression que de manque de légitimité, en fait, pour les personnes qui débarquent dans, dans le Slack, qui ont l'impression d'être soit de pas être assez bonnes, soit de pas être légitimes parce que le no-code, c'est pas leur métier. C'est une passion ou c'est un outil qu'elles utilisent comme ça, mais et c'est vrai que c'est un souci et qu'on n'a jamais totalement réussi à en même temps les idées. On n'a jamais totalement réussi à craquer ça. On améliore les choses petit à petit. Là maintenant, les nouveaux arrivants rejoignent automatiquement un channel qui s'appelle le coin des débutants. Mais on peut faire d'autres choses, j'en suis sûr. Le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les idées. Donc, c'est pour ça que cette enquête pourra permettre de voir un peu plus largement. Je fais une pause pour boire. Je suis desséché. Je vous laisse en attendant 30 secondes pour regarder un peu les questions et faire vos suggestions. Donc, on va se refaire un passage sur la structure dans son ensemble. On va sûrement peut-être enlever des choses, probablement en rajouter. Alors, sur l'utilisation du Slack, donc l'ancienneté, évidemment, les réponses d'une personne qui a rejoint le Slack il y a une semaine et une personne qui faisait partie des 100 premiers utilisateurs, c'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui a plus de valeur que l'autre, mais c'est important d'avoir cette information pour faire un peu la part des choses. Fréquence d'utilisation. Contexte d'utilisation, là je vais préciser. Oublié. Moment d'utilisation dans la journée, je me dis, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. On voit quand même dans l'ensemble qu'il y a une très forte utilisation dans la semaine et très peu le week-end. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller creuser, je pense, ce côté-là. Facilité à utiliser l'outil Slack. Je vais leur montrer un peu ça, en fait. J'ajouterai pour les nouveaux une facilité à trouver ses repères. Ça sert à rien de demander ça à une personne qui a rejoint le Slack il y a un an, parce que la mémoire qu'elle aura de son intégration dans le Slack sera déformée. Mais une personne qui a rejoint le Slack il y a moins de 2 mois, on va dire, moins de 2 mois, c'est assez arbitraire, hein, mais on va dire qui a rejoint le Slack récemment, aura un souvenir plus précis, on va dire, et plus exact de son sentiment à l'intégration. Facilité à utiliser l'outil Slack. Donc voilà pour l'utilisation du Slack. Sur la satisfaction, l'amélioration. Donc niveau de satisfaction, point fort, point d'amélioration. Les autres évaluations. Est-ce que c'est pas là que on mettrait justement les autres points sur la facilité en haut? Facilité à utiliser l'outil Slack. Non, je laisserai ça vraiment dans le Slack, ça n'a pas grand-chose à voir avec la satisfaction. Donc Alexandra nous dit
Peut-être un endroit dans lequel on puisse trouver une sorte de lexique du jargon utilisé dans les fils de discussion. Ouais, c'est une bonne idée, ça, le lexique. Je crois que ça avait été commencé quelque part. Mais ça avait jamais trop avancé. Mais c'est vrai qu'avoir un lexique collaboratif avec des gens qui disent: «Ben, ce terme-là, je le comprends pas», et d'autres personnes qui régulièrement, viennent compléter les définitions manquantes, ça peut être utile, ça pourrait être directement affiché sur le site No Code France, d'une manière ou d'une autre. Heu, après, après ça c'est on va dire, c'est plutôt une suggestion de réponse, à l'enquête qu'une suggestion de question, dans l'enquête. Après, on peut, si on a un certain nombre d'idées, on peut évaluer les idées. On peut dire, voilà un peu les idées, les projets qu'on a, qu'est-ce qui vous semblerait, intéressant? Heu heu, ouais, je garde ça en tête. Facilité pour s'y retrouver dans les canaux, ça c'est un des points noirs, du Slack, hein, qui est souvent remonté. C'est, j'ai envie de dire, facilité pour trouver un canal à rejoindre, et il y a facilité pour savoir où poster. C'est 2 sujets, connexes, mais pas forcément les mêmes. Hem, Lisibilité des conversations, je suis pas sûr qu'on puisse y faire grand-chose. J'avais listé ça un peu comme ça, mais je sais pas, quels sont les points à évaluer un peu? Heu, Utilité des retours, qualité des conversations, heu, je mettrais, est-ce qu'ils ont posé une question? Si oui, qualité de la réponse. Il y a un double côté, heu, voir un peu qui pose des questions. Est-ce qu'il y a certains profils qui posent plus facilement des questions que d'autres? Hem Et si oui, la qualité, hem, de la réponse qui a été apportée, ça, j'avoue que c'est un peu pour se faire mousser. Heu, je pense qu'il y a moyen qu'on ait des bonnes notes là-dessus, et je sais pas, c'est cool, c'est cool aussi d'avoir des chiffres sympas qu'on peut ressortir, qu'on peut mettre sur le site aussi. Enfin, c'est une enquête, c'est fait pour essayer, mais c'est aussi fait pour ressortir des chiffres, qui donnent la banane, et sur lesquels on peut communiquer. Là où il y a un souci, c'est quand on ne fait une enquête que pour ressortir des chiffres, qui nous mettront sous notre meilleur jour, et qui nous permettront de communiquer, parce qu'à ce moment-là, on n'apprend absolument rien, mais voilà, c'est pas du tout la démarche. Hem, voilà pour l'instant. Derrière, amélioration, connaissance du guide du Slack. Est-ce qu'ils connaissent le guide du Slack? S'ils le connaissent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Heu, Quelles sont les suggestions pour le guide? Comportements inappropriés. Est-ce qu'ils ont vu des comportements inappropriés? Si oui, racontez-nous tout. Est-ce qu'ils ont reçu des messages directement sollicités? Si oui, description. Diversité, inclusion. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise à leur place dans ce Slack? Est-ce qu'ils se sentent représentés? Heu, Là aussi, j'ai envie de dire, hein, sinon, détail. Heu, Ce qu'on pourrait y faire, les suggestions générales. Je suis hyper, curieux de voir ce qu'on pourrait avoir avec des questions comme ça. C'est volontairement un questionnaire avec beaucoup de questions ouvertes, mais il y a des sujets, à un moment, ça se traite avec des questions ouvertes. Heu, les Typiquement,
dans quel contexte vous vous êtes senti mal à l'aise sur le Slack et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Forcément, c'est des questions ouvertes. On ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on va lister tous les cas de figure. Et je pense même que dans l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui peut finalement faire plus de mal que de bien. Il y a des personnes qui oseront s'exprimer ou qui prendront le temps de s'exprimer, d'autres non. C'est normal, c'est pas grave. Mais là, il faut donner la possibilité de s'exprimer. Après, connaissance des guildes et de l'assaut, est-ce que le fonctionnement de l'assaut est clair? Est-ce que le principe des guildes est clair? Première chose, adhérent ou non? Quand même. Démographie, âge, genre, activité, pays et on va dire pas la démographie, mais plus largement la conclusion. Questions et commentaires. Toujours terminer un questionnaire par... Oh là, je vais y arriver, oui. Par un champ libre. Un champ libre pour vraiment faire la voiture balai, qui récupère tous les points importants à côté desquels on aurait pu passer et toutes les questions qu'on aurait pu oublier de poser. C'est extrêmement frustrant pour un participant de se dire « Ah, c'est bien, on parle de tel sujet, je vais pouvoir dire ça », et d'arriver à la fin du questionnaire, d'appuyer sur « Envoyer » et se dire « J'ai pas pu en parler ». L'idée, évidemment, c'est de faire en sorte dans le questionnaire que ces sujets soient abordés, mais c'est absolument vital d'avoir une question ouverte comme ça à la fin, qui fait que c'est impossible qu'un répondant ou une répondante ne puisse pas s'exprimer sur un sujet. Totalement impossible, parce qu'il y a cette question où on leur dit « Bon, là, c'est la fin. S'il y a des trucs dont on n'a pas parlé, c'est le moment. » Et Alexandra nous dit une question de comment ils ont connu le Slack. Carrément. Et moyennement nouveau, on va dire. Tant qu'ils soient là depuis moins de 2 mois, mais poser ça à des gens qui sont là depuis plus d'1 an, ça peut avoir du sens. On verra. On verra au moment de formuler la question. C'est pas forcément le moment de se poser ce genre de questions. On en était ici. Questions et commentaires. Coordonnées si pour échanger sur tes réponses. En gros, c'est une enquête qui va être anonyme pour tous les répondants, mais il y a la possibilité en fait que des gens se disent moi j'aimerais bien aller plus loin sur les points que j'ai remontés, j'aimerais bien pouvoir échanger. Donc donner la possibilité aux personnes de dire bon écoute, tu peux nous laisser ton adresse mail et comme ça, si on a des questions, des remarques, ou si on doit agir sur des points que tu as fait remonter, à ce moment-là, on pourra te contacter. Et on est déjà pas mal. Alors, combien de questions on a ici? 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24... 26, 28, 30, 32, plus les questions démographiques. Donc Alexandra nous dit attention à ne pas faire trop long, parce que les gens ont peu de temps pour répondre. Oui et non. Alors je ne vais pas refaire le speech, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, là, dans l'eau, il y a un certain nombre de questions qui sont des questions conditionnelles, déjà. Donc, personne aura toutes les 30 questions. Et en plus de ça, parfois, c'est pas plus mal que l'enquête soit un peu plus longue. Mais au moins, on aborde les sujets et on donne aux gens l'impression de pouvoir s'exprimer, plutôt que de faire trop court, finalement. Parce que trop court, ça existe aussi, tout comme trop long, ça existe. Là, on n'y est pas encore. On n'est pas encore sur du trop long, on commence à tendre vers le trop long, ça c'est sûr. Mais ça va à peu près. Et on pourra faire le ménage un peu après. Alors, là, normalement, à ce stade,
Sur ce document, je commencerai en fait à rédiger. Hop. Par exemple, depuis combien de temps es-tu sur le Slack Code France? Moins d'un mois. 3 mois. 3 à 6 mois. On va faire plutôt 4 à 6 mois. 7 à 12 mois. Et je ne sais plus. De manière générale, le je ne sais pas est toujours une bonne idée. C'est-à-dire même quand vous avez l'impression d'avoir envisagé tous les cas de figure possibles, ce qui est impossible, vous pouvez jamais être sûr d'avoir envisagé tous les cas de figure possibles, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un cas de figure qui existe, c'est que la personne ne sache pas. Bien sûr qu'elle a une durée d'ancienneté sur le Slack, à moins qu'elle ne soit pas sur le Slack NoCode France, mais dans ce cas-là, ouais. Bon, je vais me passer trop la peine de gérer ce cas de figure-là. Mais voilà, c'est pas parce que forcément la personne a une date d'ancienneté qu'elle connaît qu'elle connaît son ancienneté. Il est possible qu'elle ne le sache plus. Donc, normalement, je ferai ça comme ça sur le document avant de passer sur l'outil d'enquête. Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Mais l'avantage de le faire comme ça, c'est que on peut toujours travailler, réorganiser, etc. de manière très visuelle, y compris collaborer. On peut se dire, bon, attends, j'ai besoin de dézoomer un peu, de voir une vue d'ensemble, je masque les questions rédigées, je garde juste mes résultats attendus, et comme ça, je vois beaucoup mieux. La structure de mon questionnaire et les résultats que j'attends. Un autre moyen, d'ailleurs, une autre raison d'utiliser ces résultats attendus plutôt que de rédiger directement les questions, c'est que ça force à se demander qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans la question. C'est bête, mais en fait, parfois, quand on part d'une question rédigée et qu'on se dit « je veux revenir au résultat attendu », on n'arrive pas à le trouver. On se dit « mais je sais pas, j'arrive pas à formuler simplement l'information qu'on cherche à obtenir ». Et ça, c'est mauvais signe. Quand on n'arrive pas à trouver le résultat attendu, c'est probablement soit que la question est trop floue, soit qu'elles utilisent des mots valises qui veulent tout et rien dire. Les facteurs clés de succès, ça veut rien dire. Ne demandez pas quels sont les facteurs clés de succès dans une question, ça veut rien dire. Demandez des choses beaucoup plus précises, ça vous aidera grandement à avoir des réponses précises. Les réponses ne sont de toute façon jamais meilleures que les questions. Donc, ça, je ne vais pas le faire pour ce questionnaire-là. On va passer directement sur Tally. Alors, quelques mots sur l'outil de questionnaire. Des outils d'enquête en ligne, il en utilise plein. Mais il faut déjà faire une différence entre les outils d'enquête en ligne et les outils de formulaire. En fait, Typeform, Tally, ce sont des outils de formulaire, ce ne sont pas des outils d'enquête en ligne. La différence, c'est que c'est souvent plus compliqué, un peu plus compliqué pour les questionnaires longs à configurer. Il y a des fonctionnalités ou des types de questions qui n'existent pas. Typiquement, les questions matrices n'existent pas sur ces deux outils. Et en fait, utiliser ces outils-là pour des enquêtes en ligne, c'est un peu à double tranchant. Par exemple, sur Typeform, on est obligé d'avoir leur mode de fonctionnement. On a une question à la fois, on déroule. Et ça, autant pour un formulaire, ça marche très bien, autant pour une enquête en ligne, c'est juste pas adapté. Tally
fait mieux parce que ils ont un système de pages, etc. Donc ça, c'est plus proche d'une solution d'enquête en ligne, et c'est ce qu'il faut utiliser. Mais Typeform n'est pas trop utilisé pas trop adapté pour être utilisé pour une vraie enquête en ligne. Les outils d'enquête en ligne, les plus connus, c'est Google Forms, qui a l'avantage d'être gratuit, même si les fonctionnalités sont très simplistes. C'est SurveyMonkey, et moi, personnellement, mon préféré, c'est ZooSurvey. Mais SurveyMonkey, ZooSurvey sont les solutions qui sont payantes. Il y a les versions gratuites, mais qui permettent pas d'aller très très loin, en fait. À l'inverse de Google Forms, donc qui est gratuit. Là, on va utiliser Tally parce que c'est une enquête qui est encore relativement courte, et il n'y a pas 36 000... Enfin, il n'y a pas trop de logique complexe sur les changements de page, etc. Donc, ça devrait se faire pas trop mal. Pas trop mal sur Tally. Après, c'est vrai que, comme dit Alexandra, il y a aussi une question sur comment on utilise les résultats. Si on veut récupérer ça dans une base de données, etc., il y a un moment où il faut faire du mapping à la main, ça peut être un peu lourd. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser Tally parce que No Code France, l'association, a un compte pro qui a été généreusement offert par l'équipe Tally. Tally est, si je me souviens bien, une équipe belge. Voilà, excellent outil, excellent pour les formulaires et même dans quelques cas de figure pour les enquêtes en ligne. Mais voilà, toujours avec une petite réserve quand même sur les enquêtes en ligne un peu longues ou complexes. Donc, create form. Slack, No Code France et toi, j'avoue qu'une enquête sur deux, je mets comme titre tel sujet et toi. J'ai l'impression que ça marche pas mal. Si vous avez mieux à proposer, je vous écoute. Qu'est-ce que j'utiliserais pour une enquête en ligne un peu longue? Moi, j'avoue que je suis absolument fan de ZooSurvey. C'est un outil très peu connu, très très peu connu, personne n'en parle, mais hyper complet. Tu peux tout personnaliser sur la forme, t'as vraiment toutes les fonctionnalités dont tu as besoin, et des outils d'analyse des résultats qui sont qui sont assez intéressants. Après, ça coûte, je sais plus, 40-50 € par mois pour un abonnement au mois, donc c'est un budget qui est pas totalement négligeable. C'est beaucoup moins cher à l'année, parce que ces outils-là, en fait, là, la difficulté qu'ils ont, c'est d'avoir des clients sur la durée, parce qu'il y a des gens qui... Enfin, les gens, souvent, ont besoin de faire une enquête à un instant donné, et au bout de 2 mois, leur enquête est finie, et ils n'ont plus besoin d'abonnement. Alors, le Slack No Code France et toi. Toujours commencer par un texte d'introduction. On va pas le rédiger en live, parce que c'est un peu long, mais le texte d'introduction, il doit contenir bonjour, tu es membre du Slack, on a envie de l'améliorer pour tout le monde, ancien et nouveau, rockstar et débutant. Là, enfin, cette enquête n'aura de sens que si tout le monde répond. Si des gens s'estiment pas suffisamment légitimes parce que trop neufs sur le Slack, etc., pour y répondre, en fait, on a perdu parce que de base, on a un énorme biais dans les résultats qui fait que les seules personnes qui répondront sont les personnes qui n'auront pas trop de problèmes. Et c'est pas ça qu'on veut. On a envie d'avoir un aperçu le plus réaliste possible, même s'il y a des trucs qui font peut-être pas plaisir, je sais pas, mais on a envie d'avoir cette information-là, sachant que cette enquête, en fait, sera envoyée aussi automatiquement dans le processus d'onboarding.
dans le processus d'onboarding des nouveaux membres du Slack, il y a un premier message, général sur, voilà, comment utiliser Slack. Il y a un deuxième message sur je sais plus dans quel ordre c'est, mais les messages de V3, il y a un message, je crois d'abord c'est sur les liens utiles, Twitch notamment, LinkedIn, et cetera, le site de l'asso. Et le troisième message, ça va être sur l'association elle-même et l'adhésion, encourager les gens à adhérer. Et en fait, on va ajouter un quatrième message qui, dans la séquence, sera envoyé un petit mois, me semble-t-il, après l'inscription, et qui contiendra cette étude. Donc cette étude sera à la fois, enfin ce questionnaire, donc il sera à la fois envoyé via une campagne dans le canal général, un message, plusieurs relances, etc., pour inciter les gens, quels qu'ils soient et quelle que soit leur ancienneté, à y répondre. Mais en plus de ça, il sera intégré dans l'onboarding, donc ça nous permettra d'obtenir régulièrement des données à jour des membres, donc voir éventuellement s'il y a des améliorations sur certains points, et s'assurer que les nouveaux et ceux qui a priori ont potentiellement un peu plus de mal à s'exprimer, puissent avoir une voix en la matière. Bon, alors. Ton utilisation du Slack. Donc ça, c'est Tally, il faut dire que c'est un outil qui s'inspire énormément de Notion. Du coup, il y a quelques idées qui sont pas mal, et pour d'autres points, en fait, il serait inspiré des outils d'enquête en ligne plutôt que de Notion. Ça marcherait beaucoup mieux, ce serait beaucoup plus facile. Mais bon, en attendant, du coup, des raccourcis qui existent sur Notion, c'est-à-dire dièse, ou double dièse, ou triple dièse et espace, ça va créer un titre de niveau 1, 2 ou 3. Ton utilisation du Slack. Pour ajouter une question, on peut faire un slash et choisir la question. Donc soit on a la possibilité d'aller sélectionner un input block, soit en fait, on a la possibilité d'aller saisir une question. La petite spécificité de Tally, c'est que contrairement à tous les outils de questionnaire du monde, Tally ne considère pas qu'il y a des questions qui ont des réponses, et les deux sont indissociables. C'est-à-dire qu'on crée indépendamment, en fait, les questions, les réponses, et c'est en partir du placement que Tally fait le lien entre les deux. Je trouve ça hyper bizarre, honnêtement, comme approche. Mais bon, faut faire avec, et disons que si on veut créer juste le champ de réponse, c'est les input blocks. Si on veut créer la question, donc l'intitulé de la question, plus le champ de réponse, ça va être dans questions. Donc là, en l'occurrence, on va avoir questions plus multiple choices. Et notre question sera... Celle-là, je vais rédiger. Donc, je vais la copier-coller. Depuis combien de temps es-tu sur le Slack NoCode France? Sachant que, oui, il a disparu quand j'ai collé. Mais en fait, par défaut, je crois que Tally met les questions obligatoires. Ouais, oui, effectivement, comme je disais, Tally, c'est vraiment une solution de formulaire. Donc, il y a pas toujours de questions, il y a parfois juste un champ prénom, et on va le mettre. Même si, pour ma part, je considère que c'est une mauvaise pratique, parce que, ben, il y a aujourd'hui, beaucoup de gens ont des solutions qui pré-remplissent automatiquement des formulaires, et du coup, si on a juste un champ, et pas d'intitulé à ce champ en dehors du champ, une fois que le champ est pré-rempli, l'utilisateur ne sait pas ce qu'on lui demandait. Il se dit: «OK, dans ce champ-là, il y a mon prénom. Est-ce que c'est vraiment mon prénom qu'on me demandait?» Pas possible de savoir. Donc, moi, je suis pas totalement convaincu par le fait de ne pas mettre de label, j'en mets toujours. Donc, on avait un mois.
OK. Hem, Tally a aussi une très mauvaise habitude et ça vient directement du fait que c'est un outil de formulaire, c'est qu'il met toutes les questions obligatoires par défaut. Un outil d'enquête en ligne qui vous met les questions obligatoires par défaut, fuyez, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à ce qu'est une enquête en ligne. Dans une enquête en ligne, l'immense majorité de vos questions doit être facultative et heu, pour certaines questions, les questions notamment qui sont indispensables pour vraiment, heu, comprendre les réponses données par les participants, à ce moment-là, on les met obligatoires ou les questions qui sont indispensables pour des branchements conditionnels. Mais par défaut, une question, c'est facultatif. Et ça, pour le coup, c'est une bonne pratique. Tous les experts des enquêtes en ligne vous le diront, mais à peu près toutes les autres personnes sont convaincues qu'il faut mettre un maximum de questions obligatoires, parce que comme ça oblige les gens à répondre. Mais en fait, non. Il faut comprendre que dans une enquête, les répondants ont le pouvoir. S'ils veulent arrêter de répondre, ils arrêtent de répondre. S'ils veulent répondre n'importe quoi à une question, ils répondent n'importe quoi à une question. C'est-à-dire que le concepteur du questionnaire a la possibilité de forcer la réponse à une question, mais il n'a pas la possibilité de forcer à ce que le participant réponde à cette question, parce que il peut très bien dire bah non, j'ai pas envie de répondre, je quitte, tant pis pour vous. Et encore plus important, il n'a pas la possibilité de forcer une réponse honnête à la question. Si une personne n'a pas envie de répondre à une question ou a l'impression qu'elle ne peut pas répondre à une question, rendre la question obligatoire n'avancera strictement à rien. Donc c'est pour ça que les questions doivent être facultatives. Tally donne la possibilité aussi, hein, maintenant comme Notion, de faire des colonnes. C'est pas fou parce que toutes les colonnes, enfin, en gros, les colonnes font pas exactement la bonne largeur, ou elles peuvent pas être plus larges sur la page, et cetera. Donc c'est vraiment à réserver à quelques types de questions pour lesquelles on n'a pas trop d'options. Et là, en l'occurrence, ça ne va pas marcher. On ajoute une nouvelle question. Comment avez-vous connu le Slack No Code France? Je sais pas si vous trouvez des moyens, ouais, on va quand même, mettre des questions checkbox pour la forme. Comment as-tu connu Slack? Il y a un truc qui est pas mal sur Tally, c'est que ça permet, du coup, leur fonctionnement très souple, en fait, où on peut mettre des questions, des réponses, et cetera. Heu, Ça permet de gérer facilement le autre précisé. Heu, donc c'est-à-dire que quand cette case autre est cochée, à ce moment-là, cette question, heu, comment as-tu connu le Slack? Cette question: «Comment as-tu connu le Slack autre?» Elle est masquée, elle est pas du tout required et on va ajouter une logique conditionnelle ah mince, qui fait que quand ça contient autre, à ce moment-là, on show blocks. Comment as-tu connu le Slack? Voilà. C'est là aussi un peu, c'est pas très pratique. Dans n'importe quel autre outil, les conditions sont liées à une question, à une page et là, en fait, on a les questions qui se baladent comme ça librement, donc on dit, voilà ce qu'on doit faire et en plus, on doit sélectionner à la main tous les blocs qu'on veut enfin, qu'on veut afficher. C'est en pratique, heu, très, très galère. Quand on a une enquête un peu longue, de fonctionner comme ça, j'ai envie de dire, ça valait le coup d'être essayé. Ils ont essayé,
mais je suis pas convaincu du tout. On avait fait l'enquête, plus générale auprès de la communauté No Code France pour, voilà, savoir qui ils étaient, leurs pratiques no code, et cetera. On l'a faite sur Tally aussi. C'était une enquête plus longue et plus complexe dans les embranchements, dans les conditions. C'était un enfer à configurer sur Tally. Donc comment ils ont connu le Slack? Ça, c'est bon. La fréquence d'utilisation. Un autre point, c'est que toute question doit être autoportante. Autoportante, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de lire la question précédente pour la comprendre. Et en fait, c'est une erreur qu'on voit souvent. Des fois, il y a des questions qui sont juste pourquoi? Pourquoi quoi? Bah, pourquoi il faut lire la question précédente pour savoir ce que ça veut dire? Et en fait, c'est une mauvaise idée parce que il y a beaucoup de répondants qui vont être obligés de relire la question. Alors que si on reprend tout simplement les éléments importants de la question, c'est plus fluide, c'est plus simple et on crée moins de friction pour les répondants et donc moins de survey fatigue. La survey fatigue étant cette petite jauge qui se remplit au fur et à mesure chez les répondants quand ils répondent, qui font qu'ils en ont de plus en plus marre, de plus en plus marre, de plus en plus marre. Et voilà, au bout d'un moment, soit ils vont abandonner l'enquête, soit ils vont commencer à répondre n'importe quoi, se mettre vraiment en mode réponse automatique et ils cochent les cases, mais pour en finir le plus rapidement possible. Et évidemment, on ne veut pas en arriver là. À quelle fréquence consultes-tu le Slack No Code France? Plusieurs fois par jour. Ça, est-ce que ça marcherait bien en colonne? Ouais, non, pas du tout. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ça, c'est le type de question qui se prête très bien à faire des colonnes. Tout à fait, pas tout à fait. J'avoue que je suis pas totalement convaincu par la formulation de cette question. Tu trouvais simple de prendre tes repères dans le Slack. Je trouve ça flou. Qu'est-ce qu'on cherche précisément à obtenir? J'ai un peu du mal à affiner la question. Après, c'est aussi ça, hein, concevoir un questionnaire, c'est parfois mettre des choses, c'est revenir dessus, tout comme dans le code, dans le no-code, quand on développe, il y a des fois, on se prend la tête sur un problème et quand on revient dessus le lendemain, il est résolu en un quart de seconde. Il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que malgré toute mon expérience, il ne me suffit pas juste de voir à peu près ce qu'on cherche à obtenir pour avoir tout de suite la question miracle. Et des fois, il y a des problématiques de mais comment on veut précisément
quel périmètre on veut exactement pour cette question, qui va impliquer pas mal de choses. Et donc ça, on a dit que c'était c'était également un... Ah oui, non. Ici, il faut dire qu'on met conditionnel logique. Donc quand... C'est intéressant ça. Quand, depuis combien de temps es-tu sur le Slack NoCode France? Et... Non, is not... Est-ce qu'on peut en choisir plusieurs? Ah ouais, non, il faut mettre du autre. Ça aussi, c'est hyper embêtant. C'est-à-dire que si je mets des ou, je peux pas mettre un is any of comme on ferait sur une condition Airtable par exemple. Il faut que je refasse ces or is 1 à 3 mois, or is 4 à 6 mois. Et c'est très très lourd. Quand là, je dois le faire pour une question, c'est pas compliqué, mais si je dois le faire 15 fois dans l'enquête, il y a un moment où c'est pénible. Et là aussi, c'est une idée pas forcément hyper heureuse. Alexandra nous dit: «La structure du Slack te semble-t-elle facile à utiliser?» Je comprends par notamment l'organisation des canaux, ça c'est une question qu'on a un peu plus tard dans le questionnaire. Là, en gros, si je devais parler en termes pas du tout enquête en ligne, si je suis face à une personne, je dis: «Bon OK, là tu viens d'arriver dans le Slack, bon alors, facile ou pas facile?» C'est vraiment ça quoi, c'est cette histoire de, quand tu arrives, tu es perdu ou franchement ça va? Mais il faut... Enfin, j'essaye de... alors, à ton arrivée, je vais le reformuler à partir de ce que je viens de dire, ça peut être plus simple. À ton arrivée dans le Slack Mo France, as-tu donc à ton arrivée dans le Slack NoCode France, je vais y arriver, l'as-tu trouvé simple d'utilisation? Et c'est même pas simple d'utilisation, c'est ce que tu as facilement... Est-ce que tu as rapidement réussi à t'y retrouver? Mais je suis pas encore trop convaincu, c'est mieux je pense, mais je suis pas encore trop convaincu par la formulation. Bon, on n'a pas encore fait grand-chose sur Tally, hein, c'est-à-dire que même si le questionnaire est plus simple que ce que j'avais fait, la dernière fois, ça reste un peu long et c'est pas forcément, y a pas forcément une énorme valeur ajoutée à faire chaque question une par une tous ensemble. Donc je vais en rester là pour ce live et j'avancerai de mon côté, dès que j'aurai un moment